Mesdames, Messieurs, bonjour. Je voudrais commencer par remercier Laurence aussi. Alors, je suis vraiment désolé d'introduire cette matinée avec des considérations qui sont quand même un petit peu lourdes, avec une charge dramatique, parce qu'effectivement, vous allez voir, la situation qui nous échoit n'est pas très très drôle. Mais je voudrais commencer par resituer les choses dans un contexte global, c'est le cas de le dire, puisque c'est précisément celui de la globalisation. Je voudrais souligner deux paradoxes, mais je vais surtout développer et argumenter en faveur du second. Ce qu'on appelle la globalisation, on pourrait dire, certaines formes, c'est une intensification des échanges, mais ce n'est pas du tout une bonne dénomination. Il n'y a pas de société sans commerce. Ce qu'on appelle la globalisation, c'était le fait de considérer que la Terre était plate et qu'on pouvait mettre en concurrence tous les ateliers du monde pour échanger n'importe quoi, très différent de ce qu'a été le commerce traditionnellement, les épices, les draps, la soie, etc. Et donc, évidemment, du côté occidental, on a toujours conçu que cette globalisation était un facteur de paix. Or, depuis quelques années, on peut se rendre compte que c'est l'inverse qui s'avère. Commençons par le cas russe, c'est précisément, vous le savez, le commerce international est très dépendant du pétrole liquide. Et c'est précisément ce qui a permis la vente de ce pétrole et du gaz, c'est ce qui a permis à la Russie de se constituer, de reforger son armée. Alors on s'est aperçu que c'était un peu un tigre de papier, mais en revanche, eh bien, d'avoir un programme nucléaire tout à fait étonnant. Étonnant parce qu'on y produit des armes, si vous voulez, qui sortent de la doctrine classique de la dissuasion. Elles sont là pour terroriser. On n'en voit pas tellement l'intérêt sur un plan militaire, mais en tout cas sur le plan, si vous voulez, du chantage. Eh bien, ce type d'armement nucléaire effrayant, manifestement, joue un certain rôle aujourd'hui dans le conflit. Si on regarde la Chine, c'est aussi grâce au commerce, à sa puissance commerciale, qu'elle peut aujourd'hui augmenter de façon extrêmement importante son budget militaire et afficher de façon très claire ses prétentions sur Taïwan. Je n'en dirai pas plus, mais donc, le doux commerce nous a amené à un retour des affrontements de puissance sur un fond de violence assumée. Et maintenant, je vais plutôt développer l'autre fond de violence assumée, c'est celui de la destructivité de l'habitabilité de la planète. Alors là aussi, je ne peux pas m'empêcher de mentionner un autre paradoxe, si vous voulez, c'est le fait qu'effectivement, ce qui a caractérisé la modernité, eh bien, c'était en quelque sorte de passer de l'univers clos à l'univers infini, comme aurait dit Coiré, effectivement, de faire éclater la division d'un monde clos en monde sublunaire et monde céleste avec des lois universelles, donnant, on va le voir, l'idée d'un monde infini et d'une conquête indéfinie humaine de ce monde. Et en fait, ce qui nous échoit aujourd'hui, eh bien, en fait, c'est rigoureusement l'inverse, c'est-à-dire que ce qui nous échoit aujourd'hui, eh bien, c'est la nouvelle confrontation avec les limites, et une confrontation limite qui se déploie sur tous les plans. Elle se déploie sur un plan épistémologique. On s'est rendu compte dans les années 30 de la finitude du système de l'arithmétique. C'est un système qui engendre des propositions, vous le savez, c'est très célèbre, dont on ne peut décider ni si elles sont vraies ni si elles sont fausses, ce qui signifie qu'en fait, on ne sait pas exactement, on ne connaît pas suffisamment ce qu'est un nombre entier. Et évidemment, c'est ça qui va faire tomber la grande ambition, le grand programme de Hilbert, selon lequel on aurait pu finalement réduire toutes les connaissances du monde à une série d'algorithmes. Et je vous ferai remarquer que, en fait, nos prétentions techniques sont au rebours d'évolution de nos connaissances. Ce qu'on prétend techniquement, c'est précisément de pouvoir maîtriser le monde jusque dans ses plus fins interstices. Et en fait, c'est au rebours de ce que nous apprend la connaissance et l'évolution des connaissances au XXe siècle. Et le fantasme par excellence, c'est le fantasme, si vous voulez, le voyage sur Mars, si jamais nous avons détruit l'habitabilité de cette planète, eh bien nous irons nous réfugier sur Mars, ce qui est d'ailleurs un raisonnement complètement idiot. Si on n'est pas capable de rétablir la vie sur Terre, ou en tout cas de la préserver, vous imaginez bien qu'on n'a aucune chance de l'établir ailleurs. Et d'ailleurs, la masse même de Mars est insuffisante pour y maintenir une atmosphère qui serait analogue à l'atmosphère terrestre.
Et puis on va le voir, c'est surtout ce que je vais développer, mais finalement on s'aperçoit de façon très très empirique que le mouvement moderne débouche sur un rétrécissement du monde. Et c'est en fait ce que je vais argumenter devant vous. Si je veux, disons, ramasser l'essentiel des enjeux aujourd'hui en termes de dérèglement climatique, en termes d'effondrement du vivant, en termes de déplétion de certaines ressources, eh bien, c'est une altération de l'habitabilité de cette planète. Et l'altération de l'habitabilité de cette planète, elle a en quelque sorte deux volets. Si vous voulez, le premier volet, c'est une altération qualitative. Et si vous regardez l'effet cumulé de ce que nous appelons les événements extrêmes, eh bien, c'est un affaiblissement de nos capacités à produire notre propre alimentation. À quelques centaines de kilomètres au sud de Paris, en Espagne, eh bien, vous avez 60% des surfaces céréalières, c'est-à-dire 3,5 millions d'hectares, dont les rendements, c'est assuré dès maintenant, seront nuls. Et effectivement, qu'est-ce qui se produit depuis 2018 ? Eh bien, il se produit la chose suivante, c'est que le nombre de vagues de chaleur dans l'hémisphère nord ne cesse de se répéter. Si vous prenez un pays comme la France, au XXe siècle, vous pourrez dénombrer moins de canicules que vous n'avez de doigts dans une main. Or, cet été, par exemple, ce pays, la France, mais c'est un peu vrai aussi de la partie ouest de l'Europe, a connu 3 vagues de chaleur, 3 canicules à proprement parler. Et depuis l'année 2018, les vagues de chaleur se succèdent dans l'hémisphère nord et aussi évidemment avec l'été austral dans l'hémisphère sud. Et la cumulation de ces événements extrêmes, c'est justement l'affaiblissement de nos capacités de production alimentaire. Alors, je vais aller plus avant et je vais attirer votre attention sur un phénomène très important, vous allez voir, qui se maintient au cours des siècles, qui est la répartition de la population sur Terre. Je vais tout de suite passer à cette slide, elle est beaucoup plus expressive. Eh bien, en fait, que vous regardiez là, vous avez le début du XXIe siècle, vous avez 1800, vous auriez pu regarder au néolithique. En fait, la répartition est à peu près la même, c'est simple à comprendre. Nous sommes une espèce de prédateur, nous sommes au sommet de la chaîne trophique, et évidemment, eh bien, pour pouvoir nous-mêmes être nombreux, il faut redescendre plutôt jusqu'à la production primaire, et là où vous avez le plus de production primaire, c'est là où vous avez le plus de chaleur et d'humidité, et c'est donc dans les aires tropicales que la vie se développe le plus. Et donc vous le voyez ici, où vous avez... Vous regardez que le gros de la population, effectivement, va se trouver dans les zones tropicales. Alors là, vous avez des tranches qui fonctionnent par 2 degrés. Et effectivement, vous vous apercevez que là où vous avez la plus grande répartition de la population humaine, eh bien, c'est dans les zones qui se situent à partir de 21-22 degrés. Et regardez bien, c'est très important. Vous n'avez, d'ailleurs, je vais vous passer la slide suivante, ça sera beaucoup plus clair encore. Vous n'avez aucune symétrie entre l'aspect chaleur et l'aspect froid. Vous avez du côté du froid un long dégradé, si vous voulez, de la densité des populations, alors que du côté du chaud, en fait, à 28 degrés, eh bien, la densité chute. 29, 30 degrés, vous n'avez plus de population humaine. Et donc, si vous imaginez un réchauffement moyen de la planète, alors les 2 degrés, nous les connaîtrons nous aurons déjà d'ailleurs des années à 2 degrés durant la décennie 2040, mais sur une moyenne d'au moins 10 ans, plutôt vers le mi-temps du siècle, on pourra aller au-delà, et j'espère qu'on n'ira pas au-delà des 3 degrés, mais si vous voulez, si on poursuit la tendance d'aujourd'hui, on dépasse même les 3 degrés, mais vous regardez ce que ça signifie, même sous les tropiques, compte tenu du fait que vous avez plus d'océans avec une grande inertie que de terre émergée sur cette planète, eh bien, lorsque vous avez une moyenne d'élévation de la température de 3 degrés, même sous les tropiques, ça sera un peu supérieur à 3 degrés. C'est-à-dire que les zones où vous avez le plus de population sont des zones où vous n'en aurez plus. Alors, on peut traduire ça de façon, si vous voulez, très claire, je vais vous le montrer après, mais là, on parle de la chaleur en général. Il faut encore ajouter à
on va parler de chaleur sèche. Alors là, la carte est plus intéressante. Vous avez en noir les zones aujourd'hui où vous avez une moyenne territoriale annuelle d'au moins 29 degrés. Ces zones en noir, évidemment, il n'y a pas d'être humain. Et en fait, il y a une vie extrêmement réduite qui est possible dans ces zones-là. Et je vous montre une autre carte, alors celle des migrations possibles, hein, où en fait, eh bien, on irait des zones, regardez la carte d'en bas, des zones brunes vers les zones vertes. Hein, et il faut ajouter à cette chaleur en général une considération qui concerne toujours la chaleur, mais qui en fait va accélérer et intensifier ces difficultés. C'est ce qu'on appelle la chaleur humide. Alors je vais vous expliquer très rapidement ce qu'on entend par la chaleur humide. En fait, nous sommes comme des machines thermodynamiques. Hein, nous devons maintenir une température intérieure autour de 37 degrés. Notre corps, lui, au repos, produit une chaleur de 100 watts. Si vous commencez à avoir des activités, ça peut monter jusqu'à 500 watts. Et donc, effectivement, si vous ne voulez pas que votre température intérieure explose, à 42 degrés, c'est fini, c'est le décès, eh bien, il faut évacuer la chaleur. Alors, tant qu'on est dans une température ambiante inférieure à 30 degrés, vous avez la convection, c'est-à-dire tout simplement le vent sur les bras, sur les jambes, vous avez la conduction, si vous mettez dans l'eau, vous avez votre respiration, en gros, vous allez réguler votre température intérieure avec ça, et dès que vous atteignez les 30 degrés, eh bien là, à partir de ce moment-là, eh bien, les trois quarts de votre régulation thermique va se faire par l'évaporation de la transpiration sur la peau. Et évidemment, si vous êtes dans une atmosphère très lourde en humidité, dans un désert, vous allez avoir 20 ou 30%. Ici, dans cette salle, c'est peut-être une cinquantaine de pourcents. Si vous commencez à vous approcher des 70%, eh bien là, vous pouvez le concevoir aisément. La marge que vous avez pour vous rafraîchir, hein, la marge, évidemment, se réduit. Et vous pouvez avoir des atmosphères, par exemple le golfe Persique en été, eh bien le taux d'humidité y est de 100%. Et donc, évidemment, cela accentue très très fortement, les effets de la chaleur. Dans une chaleur sèche, si vous buvez 3 litres d'eau à l'heure, vous pouvez très bien supporter 50 degrés. En revanche, vous allez le voir, si vous travaillez dans une atmosphère de même simplement, je vais prendre le chiffre qui est là-haut, 32 degrés et 70% d'humidité, alors évidemment la marge devient très faible, et si vous travaillez, vous allez être dans la zone orange, hein, la zone de danger, où vous risquez de déliter certains mécanismes corporels extrêmement importants. Ça peut être le cœur, ça peut être le système respiratoire, ça peut être le système digestif, ça peut être le cerveau. Et si vous êtes dans la zone rouge, là, c'est la mort assurée. Et donc, si vous regardez, alors là, c'est le heat index, il y a plusieurs manières. L'indicateur le plus ferme, c'est ce qu'on appelle le thermomètre mouillé, parce que là, on prend vraiment en compte la température à partir de laquelle la sueur commence à perler sur la peau, et le moment à partir duquel, effectivement, la peau ne va plus du tout nous permettre de nous rafraîchir. Donc tout ça, ce sont des études assez récentes. On connaissait, les Américains avaient découvert ce problème avec la guerre du Vietnam parce qu'ils avaient beaucoup de soldats qui mouraient hors du champ de bataille. Et ils mouraient effectivement de chaleur humide. Et les travaux se multiplient sur cet effet. Et donc là, si je regarde ici, vous regardez par exemple... Ça, c'est un extrait du chapitre 12 du 6e rapport, mais groupe 1 du GIEC, hein, qui concerne effectivement les événements extrêmes. Eh bien, dans la tranche avec le fameux scénario RCP 2.6, c'est-à-dire plus 2 watts,6 par mètre carré, on en est très proche, eh bien, vous auriez entre 50 et 250 jours de chaleur humide. Vous pouvez tracer une ligne qui passerait entre les Amériques, au nord de l'Afrique, au nord du Golfe, de l'Inde, enfin Pakistan, Inde, et qui traverserait la Chine jusqu'à l'Australie. Vous aurez de 50 à 250 jours. Alors, il y a des incertitudes sur toutes ces choses-là. Évidemment, vous le savez, les modèles nous donnent des fourchettes, pas des températures précises.
En plus, là, vous avez vu, c'est la conjonction entre le taux d'humidité et la température ambiante qui est en cause. Donc c'est assez difficile, mais en tout cas, cela vient encore très largement accentuer les difficultés dont je vous ai parlé. Donc en d'autres termes, si vous voulez, eh bien, la planète se rétrécit. Et en fait, le rétrécissement au sens spatial et au sens physique, il n'est pas la conséquence, parce que tout le monde s'attend à l'élévation du niveau des mers, on va en parler juste après. Évidemment, l'élévation du niveau des mers, c'est un problème extrêmement important, mais beaucoup plus lent. Là, on a affaire à un changement très rapide, dont les effets commencent à se faire sentir, et ils vont s'intensifier de façon notable dans les décennies qui viennent. Et donc le rétrécissement sera plus un rétrécissement, dans un premier temps, par la chaleur que par la montée des mers. Parce que le rythme n'est absolument pas le même. Et vous avez vu, ça peut être effectivement très, très conséquent. Alors, ce cadre, si vous voulez, de rétrécissement nous ramène quasi objectivement à ce qui était le fantasme des nazis durant la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire des races en concurrence les unes avec les autres en matière de ressources alimentaires et effectivement pour éviter la famine. On peut se demander si l'agression russe contre l'Ukraine, je n'ai pas le temps de le développer là, mais n'est-elle pas une première manifestation de ce qu'on pourrait appeler un fascisme climatique? C'est-à-dire de dire, OK, la planète est en quelque sorte soumise à des pressions énormes qui vont conduire à un état de désordre important. Eh bien, profitons de cet état de désordre pour changer les rapports de force et évidemment avec une ambition territoriale affichée. En tout cas, c'est quelque chose qu'on peut s'interroger. Du côté de M. Poutine et Xi Jinping, l'idée, effectivement, de mettre fin à l'ordre international hérité de la Deuxième Guerre mondiale est tout à fait publique et avouée. Et de notre côté, dans les démocraties, nous sommes confrontés à des montées des populismes et à un affaiblissement des démocraties. Donc voilà, ce cadre-là n'est pas tout à fait fameux, je vous le concède. Alors, ça n'a rien à voir avec la fin du monde, que la chose soit claire. Ça signifie tout simplement que nous entrons dans des décennies chaudes, à tous les sens du terme, extrêmement troublées. Ça ne signifie pas que par en dessous, on ne voit pas émerger des choses beaucoup plus intéressantes, mais en tout cas, dans la décennie qui vient, eh bien, les décennies plutôt qui viennent, les rapports entre les nations vont connaître des tensions que les nations n'avaient pas eu à connaître auparavant. Et donc, on a effectivement aujourd'hui l'affirmation d'empire. Cela dit, eh bien, en même temps, le monde dans lequel on rentre est un monde qui est sous pression commune. Le climat, le rétrécissement de la Terre, ce n'est pas tel pays, c'est l'ensemble des pays qui sont concernés. Donc on a un aspect global et un aspect d'interdépendance qui est très important. Et compte tenu justement de ce que je vous disais en termes d'affaiblissement des capacités alimentaires, eh bien, un des seuls moyens de faire face, c'est de continuer les échanges internationaux. Par exemple, quand un pays comme l'Inde manque de blé et ferme ses frontières, c'est assez inquiétant sur ce qui va nous arriver à l'avenir. Parce que, effectivement, le type de climat dans lequel nous sommes en train d'entrer signifie que vous aurez une année donnée, par exemple, des régions, on le voit là en Espagne, on verra des régions, et ça peut être en un sens géographique assez étendu, où effectivement la production alimentaire sera totalement prise en défaut. La raison pour laquelle, par exemple, le monde entier d'ailleurs, et l'Europe notamment, a connu des famines jusqu'au XVIIIe siècle, eh bien précisément c'est parce que les échanges internationaux de nourriture, c'est quelque chose qui n'existait pas, si ce n'est pour des épices, si ce n'est donc pour des choses, si vous voulez, anecdotiques par rapport à la nécessité de se nourrir. Donc on a d'un côté, si vous voulez, effectivement un rétrécissement qui va en quelque sorte opposer les nations les unes aux autres, et en même temps des conditions générales qui font que sans solidarité, eh bien, on peut s'interroger
sur, évidemment, les accidents, entre guillemets, qui pourraient arriver. Donc, en fait, la situation dans laquelle nous sommes en train d'entrer, c'est une situation contradictoire, avec des pressions contradictoires. Et me semble-t-il, en tout cas, l'idée que je tiens à suggérer, eh bien, c'est que dans ces conditions-là, nos fondamentaux, les droits humains, nos fondamentaux, me semble-t-il, nous avons tout à fait intérêt à essayer de montrer leur enracinement proprement universel. Finalement, les droits humains, d'une certaine manière, sont inséparables de ce qu'on appelle la règle d'or. Et la règle d'or, on ne va pas simplement la trouver dans toutes les religions, dans toutes les grandes religions, on la trouve en fait aussi chez les peuples premiers, et manifestement, si on lit la descendance de l'homme de Darwin, eh bien, il y a probablement quelque chose qui est lié au procès d'hominisation dans la règle d'or. Si on regarde la question de la démocratie, effectivement, on peut être très fier de la généalogie grecque, mais en fait, moi je préfère suivre Amartya Sen et voir dans, d'une certaine manière, une sorte d'appétence démocratique, un des fondements de la condition humaine. Et quand je parle de droits humains, bien oui, c'est aussi intéressant, par exemple, d'aller voir la charte du Manden de l'Empire du Mali. C'est-à-dire que c'est une façon de dire que notre héritage occidental, eh bien, il a des racines beaucoup plus profondes qui sont des racines universelles. Et avec, si vous voulez, des éléments tangibles pour ancrer cette universalité. Bon, il me semble, si vous voulez, que dans la mauvaise passe dans laquelle nous entrons, il est vraiment important de, sans évidemment renoncer à nos... Surtout pas, c'est une façon de les défendre, mais bien montrer que le meilleur de nos institutions, certes, est le produit d'une généalogie proprement occidentale, mais laquelle peut apparaître à la fois comme régionale et comme ayant des ressorts qui, géographiquement et temporellement, la dépassent très largement comme un héritage humain, un héritage de l'humanité, parce qu'effectivement, l'enjeu aujourd'hui du dérèglement climatique, ce n'est pas simplement l'avenir des nations, vous le savez, je pense que je vous l'ai montré avec cette histoire de rétrécissement, c'est tout simplement l'avenir de l'humanité. Et donc, l'horizon universel reste fondamental. Voilà, merci pour votre attention. Merci beaucoup. Je crois que vous nous avez parfaitement décrit ce paradoxe de la globalisation, paradoxe qui est que le projet de la modernité se présente comme un projet d'univers infini, alors que la globalisation aboutit finalement à un enfermement planétaire et plus encore à ce que vous avez décrit comme un rétrécissement de la planète, au sens d'une réduction physique ou spatiale de son habitabilité. Et vous nous avez fourni tous les chiffres et les faits pour étayer cette conclusion. Vous avez terminé votre propos par, au fond, un appel à la réaffirmation de l'universalité des droits de l'homme. Et je ne peux évidemment que vous rejoindre sur ce plan, d'autant plus que c'était l'inspiration, d'ailleurs, initiale des rédacteurs de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ils n'étaient pas simplement occidentaux, mais qui venaient de toutes les régions du monde et qui ont fait tout un travail, justement, en coopération avec l'UNESCO à cette époque pour démontrer que les droits humains, au-delà de leur généalogie et de leur forme strictement occidentale, avaient effectivement des racines dans toutes les cultures. Et c'est malheureux d'une certaine manière que 75 ans après ces travaux fondamentaux, nous soyons obligés de rappeler cette évidence. Bon, finalement, comme je disais tout à l'heure, vous avez interpellé les juristes en demandant à la fin de votre intervention comment le droit international pouvait prendre en compte ces réalités, en soulignant des difficultés majeures qui sont liées à la multipolarité du monde. Vous avez rappelé les positions, notamment russes et chinoises, dans ce nouveau monde qui prend naissance, et vous attirez, ce faisant, notre attention sur des contraintes géopolitiques sur lesquelles il faudrait peut-être revenir. Je ne sais pas si on aura le temps, mais qui sont évidemment à prendre en compte. Donc les juristes sont interpellés. À vrai dire, les juristes ont l'habitude, surtout les juristes internationalistes. Nous entendons tout le temps cette question qui nous est posée. À quoi sert le droit international? Et nous savons que lorsque notre interlocuteur nous pose cette question, d'une certaine manière, il a toujours la réponse en tête. Rien. Nous allons donc écouter deux juristes pour prendre la défense du droit international. Peut-être. Peut-être pas, d'ailleurs. En tout cas, répondre à cette accusation dans le contexte du droit de l'environnement. Et je vais commencer donc par donner la parole
Sandrine Maljean-Dubois, que tout le monde dans le milieu du droit international de l'environnement connaît bien, puisqu'elle est une référence incontestée dans ce domaine, et cela depuis de nombreuses années. Elle est directrice de recherche au CNRS. Elle a publié de très nombreux articles et ouvrages autour du droit de l'environnement, et en particulier un remarquable cours à l'Académie de La Haye sur le droit international de la biodiversité, qui est une référence incontournable dans la matière. Elle a également organisé récemment un colloque sur les limites planétaires, auquel j'ai beaucoup regretté de ne pas participer, mais que je me suis régalé à lire et à écouter. Je m'arrête là, donc vous comprenez qu'il n'y a pas pu qualifier pour relever ce défi de répondre à l'accusation d'ineffectivité.